informatique qui est appliquée aux sciences cognitives, comme on parlait un peu ce matin, et en particulier aux sciences de l'éducation. Donc j'ai fait... Ça va, on m'entend bien? Oui. Super. Donc j'ai fait une thèse qui était co-encadrée en fait entre un laboratoire d'informatique et neurosciences computationnelles et un laboratoire de sciences de l'éducation. Je travaillais sur la résolution créative de problèmes. Et il se trouve que j'ai une formation aussi en IA, mais pendant ma thèse, je n'ai pas du tout étudié la résolution créative de problèmes dans un cadre qui comprend l'IA générative. C'est quelque chose qui était encore assez récent, et ça ne s'inscrivait pas dans le contexte de ma thèse. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai pas encore beaucoup de recul dessus. C'est un sujet qui est aussi un peu nouveau pour moi, en tant que chercheuse. Donc voilà, ce sera des pistes qu'on pourra explorer ensemble, aussi au cours de l'atelier. Et j'espère que ça vous fournira des éléments d'exploration pour la suite. Donc voilà, commençons. Alors d'abord, on l'a rappelé déjà un petit peu ce matin, mais l'IA, c'est pas si récent que ça quand on la prend au sens large. C'est même assez vieux, hein, ça date des années 50. Maintenant, on se dit peut-être que l'IA dans notre vie quotidienne, c'est plus récent. Alors oui, c'est plus récent, mais ça commence à dater déjà un petit peu, des années 2000. Oui, déjà. Est-ce que ce que vous voyez sur cette image, ça vous évoque de l'IA? Oui? Ouais, à peu près? Qui dit oui par main levée, peut-être? Ok, il y a quand même pas mal de mains levées, donc c'est super. Je vais continuer un petit peu là-dessus quand même, en commençant par donner une petite définition un petit peu plus générale de l'IA. Alors, peut-être que pour certains, ce sera quelque chose de très banal et que vous avez déjà entendu ça plein de fois, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être encore des novices de l'IA dans la salle, donc je préfère revenir un petit peu sur quelques définitions. Qu'est-ce qu'on veut dire par IA? Donc, IA, c'est l'intelligence artificielle, hein, ça tout le monde le sait. Et une définition que j'aime bien, c'est que c'est faire à un ordinateur des fonctions qui sont typiques de la cognition. Donc, fonctions typiques de la cognition, alors pas forcément toutes, hein, mais certaines fonctions typiques de la cognition, notamment reconnaître, prédire, regrouper ou encore décider. Et il y a le mot artificiel, qui veut dire faire à un ordinateur. Et faire à un ordinateur, ça veut dire qu'on va mettre en place un algorithme. Un algorithme, c'est une séquence d'instructions qu'on donne à un ordinateur pour qu'il puisse exécuter un programme qui va nous amener vers une solution donnée. Alors, j'aime bien l'analogie avec la recette de cuisine pour l'algorithme. C'est vraiment exactement le même principe. C'est une séquence d'instructions qui sont à exécuter dans un certain ordre pour obtenir le résultat voulu. Sachant que si vous mettez les instructions dans le désordre, peut-être que vous allez obtenir le même résultat, mais que ce ne sera pas forcément très optimisé. Imaginons, vous réchauffez votre four à la fin. Bon, bah, ça va marcher quand même, mais ça va prendre plus de temps. Et des fois, il y a aussi des instructions, si vous voulez changer l'ordre, ça ne marche plus du tout. Donc tout ça, c'est des contraintes dont on tient compte quand on écrit un algorithme. C'est des contraintes de complexité. Donc on va essayer de prendre le moins de temps possible et de remplir le moins d'espace mémoire possible dans l'ordinateur. On va essayer d'être économe vis-à-vis de ça. Alors en ce moment, pas trop, hein, les compagnies d'IA générative ne font pas trop attention à ça, mais sur le principe, en tout cas, normalement, ce qu'on fait en informatique, c'est ça. On va faire attention donc, à ce que l'algorithme en question rende bien ce qu'on veut. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait de l'IA? Avec quels algorithmes? Donc, on en a parlé un peu ce matin. Il y a des approches qui sont plutôt basées sur des règles. C'est ce qu'on appelle les approches symboliques. Par exemple, Deep Blue, donc celui qui jouait aux échecs contre Kasparov, c'était un modèle à base de règles, un système expert. Donc ici, on contrôle très bien les règles, puisqu'on les rentre manuellement dans le programme. On lui dit par exemple, tiens, tu dois reconnaître entre un chat et un chien. Est-ce que cet objet a des oreilles pointues? Alors à ce moment-là, tu vas plutôt diriger vers cette branche-là. Est-ce qu'il y a plutôt, je ne sais pas, un museau aplati? Alors à ce moment-là, tu diriges plutôt vers cette branche-là. Donc on a des règles qui vont permettre de prendre une décision. Ici, c'est déterministe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a la même entrée, donc la même donnée dans l'entrée, on aura le même résultat.
Maintenant, il y a des approches qui sont plutôt basées sur les statistiques. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Ici, on ne va pas donner de règles au modèle, on va juste lui donner un algorithme d'apprentissage et beaucoup de données sur lesquelles il va s'entraîner. Et en fait, au bout d'un moment, le modèle va déduire lui-même ses propres règles. Donc c'est pas nous qui avons rentré les règles directement dans le modèle. Les règles ont été formées par le modèle de manière implicite à partir des exemples qu'on lui a fournis en données d'entrée. Ok? Ça va ça pour l'instant? Donc maintenant on va voir ça peut-être un petit peu plus près, l'apprentissage machine, puisqu'il y a plusieurs moyens de faire ça. Plusieurs moyens de faire apprendre à une machine. Donc on distingue trois principaux paradigmes. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces paradigmes? Levez la main si oui. Un peu moins, donc ça va, je vais vous apprendre quelque chose. Ok, commençons par l'apprentissage supervisé. Alors je vous ai fait à chaque fois des petites analogies avec la façon dont apprennent les humains. Je ne suis pas du tout en train de dire que les machines apprennent comme les humains, mais je pense que ça peut être utile pour se faire un petit peu une idée de comment est-ce qu'on a conçu cet algorithme et de quoi on s'est inspiré. Puisque comme on l'a rappelé ce matin, il y a un lien assez fort quand même entre l'IA et les sciences cognitives. L'IA s'inspire de ce qu'on sait, de l'intelligence naturelle, donc chez les humains, chez les animaux, et essaye de s'en inspirer pour développer ses algorithmes. Et inversement, quand l'IA développe de nouveaux algorithmes, on peut aussi en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du cerveau. Donc ici, l'exemple que je vous donne, comme analogie, c'est un enfant à qui on montre plusieurs images, donc de chiens, de chats, et au bout d'un moment, il va faire un peu des généralisations, pardon, et si on lui montre une nouvelle image qu'il n'a jamais vue, il va peut-être pouvoir se dire, tiens, ça doit être un chat, parce que ça ressemble aux autres chats que j'ai vus avant. Donc ici, on a de l'apprentissage supervisé, puisque les données qu'on donne en entrée de l'algorithme sont étiquetées. À chaque fois qu'on lui montre une image, on lui dit comment ça s'appelle. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien. Okay. Et donc, une fois que le modèle est entraîné, on va pouvoir lui donner des nouvelles images, sans les étiquettes, sans les labels. Et ici, le modèle va pouvoir faire des prédictions. Donc, à votre avis, si on lui donne ça, qu'est-ce qu'il va prédire? Donc, ça a deux fruits, j'ai entendu. Donc, le premier, en partant du haut, une pomme. Le deuxième, ok. Carotte. Pomme. Non, pomme, il ne sait pas. Ah, j'entendais poire. Vous pensez qu'il va dire poire, ok. Et la dernière, pomme. Pour ceux qui ont point, c'est peut-être une pomme, mais si vous êtes un peu près, je sais pas. C'est une tomate, ouais, mais lui, il n'a jamais vu des tomates dans sa vie. Donc il va effectivement sans doute répondre pomme, parce que ça ressemble quand même beaucoup à une pomme. Effectivement, pour la pomme verte, là ça dépend en fait sur quoi il va se focaliser, s'il se focalise plutôt sur la forme ou plutôt sur la couleur. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi paramétrer un petit peu, mais qu'on ne contrôle pas si bien que ça. Et en plus, des fois, on ne sait pas sur quoi il s'est focalisé, donc on n'est pas nécessairement capable d'expliquer les résultats qu'on va obtenir. Et c'est embêtant quand ils sont. Parce qu'on a du mal à interpréter les erreurs. Donc voilà ce qu'on peut obtenir par exemple avec un tel modèle. Donc comme exemple, je vous ai mis. Vous connaissez cette application au-dessus? PlantNet, ouais. C'est pour reconnaître des plantes. J'aime bien. Voilà, ça c'est. En fait, toutes les applications de reconnaissance d'image, tout ce qui permet aussi de faire de la reconnaissance faciale pour s'authentifier sur un système, en général c'est basé là-dessus, donc sur l'apprentissage supervisé. Je vous ai mis aussi Google Maps en dessous. Google Maps est essentiellement supervisé, il s'entraîne sur des itinéraires qui ont déjà été faits par les autres utilisateurs. Il y a aussi des règles qui sont ajoutées dans le système, donc il y a des approches symboliques aussi. On lui dit par exemple, ici tu ne pourras pas passer parce que des travaux, tout ça c'est des règles qu'il va devoir intégrer dans les statistiques qu'il a dégagées des itinéraires courants. Donc on passe au deuxième paradigme, l'apprentissage non supervisé. Donc là je vous ai mis un enfant qui est en train de ranger des objets de différentes tailles, de différentes couleurs, de différentes formes,
lui a pas particulièrement donné de consigne. Il se dit juste, tiens, ceux-là, ils se ressemblent, je les mets dans la même case. Ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. On donne des données qui ne sont pas étiquetées, mais on lui dit, par exemple, donne-moi 3 groupes. Donc on a laissé 3 cases vides. Et là, le modèle, il se dit, bon, il faut que je fasse 3 groupes avec ça. Donc je vais dégager des similarités. Et il nous donne ça, par exemple. C'est ce qu'on appelle le regroupement, clustering en anglais. Si on lui donne des nouvelles données, et on lui demande, en fait, enfin, c'est la question implicite, mais à quel groupe appartiennent-elles, il va les classer dans une catégorie qu'il a déjà repérée. Donc là, par exemple, il pourrait mettre la tomate avec les autres pommes, la pomme verte avec les autres poires, mais encore une fois, peut-être pas. Ça dépend des paramètres, ça dépend de comment il a appris. L'IAG a encore frappé. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Netflix et Spotify, pourquoi je les ai mis? Parce qu'ils ont des systèmes de recommandation. Ils regardent ce que vous avez vu comme série, ou ce que vous avez écouté comme musique, et ensuite ils vous recommandent des choses que vous pourriez aimer, parce qu'en fait il a dégagé des similarités entre ce que vous aviez déjà vu ou déjà écouté, et il se dit tiens, ça doit lui plaire. Voilà. C'est typiquement de l'apprentissage non supervisé. Alors, de la même façon, puisqu'on est capable de dégager des similarités et de faire des groupes, on peut voir quand il y a des anomalies, des trucs qui appartiennent à aucun groupe. Et donc ça peut permettre de faire par exemple de la détection de fraude. Et enfin, l'apprentissage non supervisé est très utilisé dans l'usage génératif, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, passons maintenant au dernier paradigme d'apprentissage par renforcement. Alors ici, c'est le cas où on a une notion de récompense. Par exemple, on a pris de la nourriture qu'on aimait bien, et du coup on a envie de reprendre ça la prochaine fois, ou alors on est en train de jouer à un jeu, on a perdu, et du coup on se dit bon, faut pas faire ça la prochaine fois, si je me retrouve dans la même situation. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. On a ici cette fois un modèle qui interagit avec l'environnement, il est capable d'agir sur l'environnement. Et en fait c'est comme ça qu'il va générer ces données d'entraînement. En agissant sur l'environnement, il va observer le résultat de ses actions, et en fait le résultat de ses actions va aussi lui apporter une certaine récompense, positive ou négative, et lui ce qu'il va chercher à faire c'est optimiser cette récompense, maximiser sa récompense. Donc dans des situations ultérieures, il va essayer de refaire les actions qui lui avaient apporté la meilleure récompense précédemment. Ça, c'est plutôt utilisé, alors beaucoup en robotique. La plupart du temps, les robots, pour pouvoir se mouvoir, on les entraîne un peu comme des enfants qui apprennent à marcher. Hein. Au début, ils font que de tomber, bon bah récompense négative, et au bout d'un moment, ils arrivent à trouver le bon geste pour se remettre sur pattes. C'est aussi tout ce qui est jeu. Forcément, il y a une interaction avec l'environnement dans les jeux. Dans les jeux vidéo, vous avez aussi des agents, donc c'est pas des vrais joueurs, hein, c'est des IA qui jouent contre vous. Donc, tout ce qui va essayer de vous combattre. Et puis j'ai remis Google Maps. Pourquoi? Parce que alors c'est surtout avec Waze aussi, mais Google Maps aussi, il va y avoir des feedbacks utilisateurs qui vont dire ah non, ça finalement ça marche pas. Et donc il va y avoir du renforcement lié à ça pour améliorer les itinéraires. Et j'ai mis aussi les virages génératifs parce qu'on va en parler. Voilà. Donc voilà pour les paradigmes. Maintenant, vous avez sans doute entendu parler d'apprentissage profond. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, le profond? Déjà, est-ce que vous avez entendu parler d'apprentissage profond? Non. De deep learning? Non. Pas tout le monde. Oui, non. Certains jamais. Okay. Donc, tout à l'heure, on parlait de machine learning, d'apprentissage machine. Et le deep learning, c'est de l'apprentissage machine aussi, mais qui se fait d'une certaine façon, en utilisant ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors, des neurones artificiels, bien entendu, donc ce n'est pas les mêmes neurones que dans notre cerveau. Ça s'utilise avec quel paradigme? Et bien tous ceux qu'on a vus précédemment, on peut faire du supervisé, du non supervisé, du renforcement avec des réseaux de neurones. Et pourquoi profond? Alors déjà, voici un neurone, ça ressemble pas tout à fait à nos neurones à nous. C'est une sorte d'élément
fait des moyennes. C'est un peu juste ça. C'est une unité élémentaire qui prend des données en entrée, qui fait une moyenne et qui renvoie la moyenne un petit peu modifiée. Cette moyenne, elle va être un petit peu abaissée ou un petit peu remontée selon un certain seuil. Ça, c'est pour des questions de linéarité que je ne vais pas détailler. Donc ça, c'est un neurone. Et pour faire des choses intéressantes, on a besoin de... Je passe. Plein de neurones. Voilà. Ça, c'est un réseau de neurones. Chaque petit neurone que vous voyez ici, il fait des moyennes de ce qui vient à lui en entrée. Et il ressort ça en sortie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pourquoi profond? C'est parce que plus il y a de couches, ici, vous voyez, en premier, j'ai une couche d'entrée, à la fin, j'ai une couche de sortie, et entre les deux, j'ai des couches vertes, qu'on appelle les couches cachées. Plus il y a de couches cachées, plus on appelle ça un réseau profond. Donc c'est de là que vient le profond. Et en fait, ce type de réseau, alors, je vous ai dit que ça faisait que des petites moyennes, et puis c'est un petit peu modifié, etc. Donc en fait, finalement, l'algorithme d'apprentissage, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre à jour les coefficients des moyennes. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que fait l'algorithme. Mais en sortie, on va avoir des super résultats qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer. Parce qu'on a accès aux moyennes, on peut aller voir, mais on ne saura pas ce que ça représente. Enfin, ces coefficients, on ne saura pas forcément pourquoi il a attribué un coefficient très haut ici et très bas ici. Si on n'avait qu'une seule couche, à la limite, ce serait explicable. On sait ce que ça veut dire, des coefficients sur une couche. Quand on a beaucoup de couches, là, on ne comprend plus forcément à quoi ça fait référence. Donc on n'est pas forcément capable de relier ça à des paramètres comme on avait tout à l'heure sur la couleur de la poire ou sur la forme de la poire. On ne saura pas forcément à quel coefficient ça correspond. Ok? Donc voilà pourquoi on dit que souvent les réseaux de neurones ne sont pas bien explicables, bien interprétables. C'est un champ de recherche qui est en chantier. On essaye de trouver des moyens d'expliquer ce qui se passe dans les réseaux de neurones pour pouvoir mieux interpréter les résultats. Mais c'est pas encore ça. Et alors, je vous ai dit qu'on allait parler d'IA générative. Donc où est-ce qu'elle se place là-dedans? Alors déjà, l'IA générative, donc c'est pour l'instant, tous les modèles d'IA générative qu'on a, ils sont basés sur des réseaux de neurones profonds. D'où le coût écologique important. Quand vous entendez parler du fait que l'IA a un coût écologique très important, c'est à cause de ces réseaux de neurones profonds. Puisqu'on a beaucoup d'unités de calcul élémentaires, mais il en faut énormément pour avoir quelque chose qui marche. Et il faut aussi l'entraîner sur énormément de données, parce que plus on a de neurones, plus on a de paramètres, de coefficients à modifier, à entraîner, et donc plus on a besoin de données pour entraîner ces coefficients, pour les modifier. Donc en fait, cet entraînement, il a un coût écologique important. C'est de là que ça vient. L'IA générative, donc comment est-ce qu'elle est entraînée? Donc, ce que vous voyez ici, c'est un petit réseau de neurones, pas si petit que ça. Et en fait, c'est un peu comme deux réseaux de neurones mis bout à bout. Un qui va avoir une forme avec une sortie qui est plus grande, une entrée pardon, qui est plus grande que la sortie. Et ensuite, de l'autre côté, un autre réseau qui va avoir une entrée qui est beaucoup plus petite que la sortie, en termes de dimension. Donc ça va faire une sorte de boulot d'étranglement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous lui donnez une image en entrée, alors, ça va passer par ce premier réseau qui rétrécit la dimension, et ensuite par ce deuxième réseau qui augmente la dimension. Et là, ce qu'on va chercher à faire quand on l'entraîne, c'est retrouver exactement le même résultat à la sortie que ce qu'on lui avait donné en entrée. Donc c'est un peu comme quelque chose, un peu comme un algorithme de compression, si vous voulez. Ouais. Ça s'appelle un encodeur et un décodeur, ces deux parties. Et en fait, ça, c'est la base du transformer, qui est le T de GPT. Alors, pourquoi est-ce que ça permet de générer des choses? Parce que là, pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai juste reproduit une image qui existe déjà, vous allez me dire. Ça génère rien du tout. Et bien en fait, après, on enlève la première partie. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai entraîné sur plusieurs images, par exemple des images de chat, au milieu, au niveau du mouvement d'étranglement, il a des coefficients qui lui permettent de générer que des trucs qui ressemblent à des chats. Et là, je lui donne plus d'entrée, donc je ne donne plus de contraintes. Donc il a juste ces poids-là, qu'il va pouvoir modifier un petit peu, mais ça va rester dans une sorte d'espace
dans lequel il va continuer à y avoir des chats. Donc en fait, il va générer des nouveaux chats qu'il n'a jamais vus avant, mais qui vont quand même ressembler à des chats, parce qu'ils vont être proches des images sur lesquelles il s'est entraîné auparavant. Donc en fait, finalement, on garde que la partie décodeur. Et j'ai un petit peu menti, parce que dans un vrai transformer, il n'y a pas qu'un seul décodeur. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est vraiment... ça fait beaucoup, beaucoup de neurones. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, ça va toujours? Ouais? Okay. Non mais on peut, hein, on n'est pas obligé de faire les questions à la fin. Ça va? Ok, je continue alors. Et c'est comme ça qu'on arrive à ça. On peut générer des images, des vidéos, de la musique, et bien entendu du texte. On y reviendra. Mais pour ça, il faut lui donner un prompt, quand même. Le prompt, en fait, ça va servir à ce que lui, il modifie un petit peu les coefficients qu'il y avait dans son boulot d'étranglement tout à l'heure. Comme ça, il va trouver une suite logique à ce prompt. Enfin, logique. Pas vraiment logique, mais une suite plausible, dirons-nous, à ce prompt. D'accord? Il va essayer de compléter le prompt de la meilleure façon possible. Donc là, par exemple, on lui demande une ville sur une pizza. Selon les modèles, ça ne va pas tout à fait renvoyer la même chose. On peut lui faire faire des vidéos, on peut lui faire faire de la musique. Tout ça, c'est des modèles différents. Et bien sûr, on peut faire du texte. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il cherche en fait à compléter le texte qu'on lui donne. Il n'est pas fait pour répondre à des questions. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il est entraîné. Il est fait pour compléter du texte. Mais du coup, si on lui pose des questions, bah, il va compléter par une réponse parce que c'est ce qui est le plus probable. C'est ce qui est le plus probable d'arriver après une question. Mais vous remarquerez que si vous ne lui posez pas de questions, si vous lui dites juste bonjour, il va quand même vous répondre bonjour. Il va toujours compléter. Ok? Il est très bavard. Donc voilà, vous ne pourrez jamais avoir le dernier mot. Parce qu'il est fait pour compléter. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ces modèles, qu'on appelle des grands modèles de langue, donc LLM. C'est tout ce qui génère du texte. Donc les ChatGPT, les Gemini, les Claude, la DeepSeek, Mistral, etc. Certains ont partagé leur code, d'autres non. Vous voyez la petite limite? Ceux qui ne partagent pas, ils sont à droite. Voilà. Et alors les élèves dans tout ça, c'est qu'ils s'utilisent. Finalement, maintenant qu'on a ces IA génératives, on a répondu un peu à une fonction cognitive qu'on ne savait pas faire avant avec l'IA, qui est la créativité. Ouais. Je vois des regards dubitatifs. Ça dépend de la définition de la créativité qu'on a, mais le consensus, généralement, c'est que c'est une capacité à produire des idées qui soient à la fois nouvelles et appropriées par rapport à un but qu'on s'est fixé. Et les IA génératives, elles font ça. Elles proposent des solutions nouvelles et appropriées à des idées qu'on s'est fixées. Alors après, le degré de nouveauté, il est ce qu'il est. Parfois, il est très élevé. Il peut y avoir des hallucinations, et là, on est hyper nouveau. Est-ce qu'on est toujours approprié? Ça dépend. Mais du coup, ça peut aussi être un outil pour générer des idées et voir ce qui se passe. Et après, à nous aussi de contrôler la partie adéquation. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur cette notion de créativité. Donc c'est une succession un peu de processus qui sont divergents, où on cherche à générer des idées, et qui sont convergents, où on cherche à plutôt se recentrer sur la solution. Sauf que maintenant qu'on a ça, des IA génératives qui sont créatives, entre guillemets, eh bien, il y a beaucoup d'élèves qui peuvent l'utiliser, 90% d'élèves de seconde qui disent l'avoir utilisé pour les devoirs. Et donc ça, c'est une passe sans risque, puisqu'il peut y avoir perpétuation de stéréotypes. Ça, c'est parce que le degré de nouveauté n'est pas toujours très élevé. Je pense que vous l'avez vu avec les LLM. Des fois, ils répondent quand même un peu toujours la même chose et toujours dans le même style, à moins qu'on les force à répondre dans un style différent. Mais pour ça, il faut déjà avoir une certaine maîtrise de l'usage qu'on a avec ces IA. Confidentialité des données personnelles, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore du tout... dont les élèves n'ont pas conscience, que voilà, leur contenu peut être réutilisé. Alors pour l'entraînement, ça c'est sûr. Ceci dit, ça dépend des modèles. Il y a des outils qui vont vous permettre de distinguer entre ça. Mais voilà, partager des
forcément voulu partager. La perte de compétences, parce qu'on va déléguer certaines choses à l'IA, et si on ne garde pas une réflexion critique sur ce qui se fait, bah, c'est des compétences qu'on ne va pas entraîner et qu'on risque de perdre. Et l'excès de confiance en la réponse obtenue, ça c'est très visible chez les élèves. Alors en particulier, c'est très visible chez ChatGPT. Ils répondent avec une confiance et un aplomb qui est absolu. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous lui posez une question, il n'hésite pas. Il répond toujours ah oui, bien sûr, absolument, ou alors non, pas du tout, mais alors toujours très très sûr de lui. Et il lui manque en fait ce module métacognitif, puisque lui il est fait pour compléter du texte, il ne vérifie pas vraiment l'adéquation de sa réponse à la question qu'on lui pose. Donc là il manque quelque chose et c'est là que nous on doit intervenir. Et malheureusement, donc, les élèves peuvent l'utiliser pour tricher. Alors c'est pas seulement de la faute des élèves, c'est aussi parce que le cadre n'est pas toujours très bien fixé et qu'on ne sait pas forcément où commence et où s'arrête la triche. Après tout, bon, voilà, peut-être il y a quelques années, on parlait de triche quand il y avait recherche sur Wikipédia. Maintenant, c'est plus tellement le cas, à condition que les sources soient bien contrôlées, que le contenu soit bien remanié. Là, ce sera peut-être un petit peu la même chose. Donc, tout est une question de voir où est-ce qu'on place le curseur de la triche et être très transparent avec ça vis-à-vis des élèves. Maintenant, il y a aussi des opportunités. On en a parlé un peu ce matin déjà. C'est un outil qui pourrait permettre aux élèves de réviser chez eux de façon un petit peu plus personnalisée, donc d'avoir un apprentissage plus différencié. Pour ça, il faut quand même contrôler l'outil qu'ils utilisent. Donc, par exemple, leur fournir des bots qui sont déjà pré-paramétrés, ça peut être utile, pour être sûr qu'ils les entraînent sur du... pour être sûr qu'ils les fassent réviser sur du contenu qui est vu en cours, ou en tout cas qui est conforme à ce qui a été vu en cours, qui rentre dans... qui est aligné avec les objectifs pédagogiques. Et donc, dans les opportunités, on a ces approfondissements spécifiques qui sont assez importants finalement pour la motivation des élèves, parce que les élèves vont pouvoir travailler les points sur lesquels ils veulent vraiment approfondir. Et donc, toutes ces opportunités-là, c'est un peu idéaliste, mais en tout cas, ça nécessite la formation des élèves à ces compétences spécifiques, qui sont l'utilisation de l'IA de façon responsable et de façon critique. Donc, quelles compétences? On en a parlé un petit peu, mais réfléchir aux enjeux éthiques et écologiques avant tout usage, l'intégrité, est-ce que je suis autorisée à utiliser l'outil dans ce cadre, être transparent vis-à-vis de ça, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, savoir poser correctement un problème, ça on le verra aussi dans les ateliers, mais en fait savoir poser correctement un problème c'est important aussi pour ensuite définir un prompt, pour pouvoir poser les bonnes questions, poser un regard critique évidemment sur la réponse, croiser les sources, et être conscient des enjeux qui sont liés aux données personnelles. Alors ces compétences-là, je vais pas, comme on est un petit peu en retard, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais je vous conseille très vivement ce petit carnet pédagogique, les clés du Louvain Learning Lab. Je mettrai une photo à la fin dans les ressources, donc vous pourrez vous y référer, mais ça décrit ça de façon vraiment, c'est très très bien détaillé. Je passe pour l'instant. J'ai parlé rapidement de l'art du prompting. Ça aussi, on peut le voir de manière un petit peu plus appliquée pendant l'atelier, si vous venez tout à l'heure. Donc, quand on prompte un agent IA, c'est toujours un peu plus efficace de lui donner un rôle. Donc, de lui dire, par exemple, tu es un prof de français en train de, je ne sais pas quoi. Le contexte, bah justement, en train de développer une activité pédagogique de production écrite, créative, je ne sais pas. Le public visé, pour des élèves de 3e. Action cible, donc là, j'ai déjà un petit peu dit, mais développer une activité pédagogique, c'est une action cible. Et format de sortie, là par exemple, on peut lui demander des fiches récapitulatives, des grilles d'évaluation sous forme de tableau, et on va aussi pouvoir poser des contraintes. Bref, en tout cas, spécifier tous ces éléments, ça va permettre d'avoir une réponse qui est vraiment plus appropriée par rapport à ce qu'on cherchait.
et on va pouvoir ensuite raffiner en itérant, en dialoguant avec l'outil. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à la nécessité d'un contrat pédagogique clair, le fait de définir dans quelle situation l'IA est autorisée ou non, et avec quel curseur. Donc vous pouvez vous référer à par exemple cette échelle qui a été définie par Perkins et al. 2024, qui va de pas d'IA du tout à IA totalement autorisée, et qui définit le cadre dans lequel ça peut l'être. C'est un début de formalisation, tout ça est encore assez récent, assez expérimental. Je ne sais pas si ça vous servira, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous y référer si vous en avez besoin. Et évidemment, attention aux détecteurs d'IA génératif, parce que ça marche vraiment pas très bien. Il suffit... Alors... Donc, je sais que des fois, vous allez aussi pouvoir les repérer facilement à la main, on va dire, visuellement. Sachant qu'en fait, si vous les repérez, c'est surtout parce que c'est des élèves qui ne savent pas très bien l'utiliser. Peut-être qu'il y a d'autres élèves qui l'utilisent très très bien, là vous n'allez pas repérer du tout. Et si vous les mettez dans un détecteur, vous pouvez aussi avoir pas mal de faux positifs, donc des élèves qui juste écrivent très bien, ne se sont pas du tout servis de l'IA, et vont être flagués comme ayant utilisé l'IA. Donc ce serait dommage pour eux. Donc ne pas trop se fier à ces détecteurs. Mais donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évalue? Et comment est-ce qu'on contrôle la triche? Et bien justement, au moment d'évaluer, il faut prendre en compte le cadre qui a été défini juste avant. Est-ce qu'on n'a pas d'IA du tout? Est-ce qu'on a droit à toute l'IA qu'on veut? Est-ce qu'on a droit à certains usages mais pas d'autres? Et en fait, définir les critères d'évaluation selon ce cadre. Par exemple, si on a besoin qu'il n'y ait pas du tout d'IA, ben là, il va falloir choisir des options pour évaluer sans l'IA, où on va faire par exemple des contrôles uniquement en présentiel. S'ils ont besoin de travailler sur leur ordinateur, si c'est une épreuve d'informatique par exemple, on va pouvoir mettre en place un bloqueur à certains sites, ou en tout cas traquer en tout cas les sites sur lesquels ils se rendent. Si on veut aussi contrôler l'absence de triche, parce qu'il n'y a toujours plus y avoir triche même avec ces conditions-là, on peut mettre en place aussi une évaluation à l'oral. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et ensuite, plus on va vers de l'usage d'IA autorisé, plus on va devoir évaluer plutôt les compétences métacognitives, justement. Donc ici, on va se dire, l'IA est autorisée, on sait que les élèves, on part du principe en tout cas que les élèves peuvent l'utiliser et vont sans doute le faire, mais à ce moment-là, on va leur demander comment ils font. Et donc là, on peut leur demander des livrables qui seront un petit peu plus éclairants sur leur démarche. Comment est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, résolu le problème? Comment est-ce qu'ils ont rédigé leur rédaction? Comment est-ce qu'ils ont utilisé l'IA? On peut leur demander aussi de donner la conversation, de rendre la conversation qu'ils ont eue avec l'IA, pour voir un petit peu comment ils l'utilisent, quels sont les types de prompts qu'ils font. Est-ce qu'ils raffinent beaucoup après la réponse, ou est-ce qu'ils utilisent la réponse toute faite sans forcément la modifier? Donc c'est ce genre d'élément qui va être éclairant. Et en fait, on va chercher plutôt à évaluer le produit final, bien sûr, mais aussi le processus qui a été mis en œuvre. La nécessité d'avoir ce genre d'éléments, de tableau de bord, journal de consigne de la démarche, etc. Et donc pour définir ces méthodes d'évaluation, quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'IA, quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'IA, il faut toujours se référer à l'alignement pédagogique. Donc il faut que les modalités d'évaluation soient en accord avec les acquis d'apprentissage visés. Évidemment, les méthodes pédagogiques vont aussi être en accord avec ces acquis d'apprentissage visés. Mais pour l'évaluation en particulier, c'est quelque chose qui doit être un peu réinventé. Parce qu'on sait à peu près quels acquis d'apprentissage on veut évaluer, mais on ne sait plus trop comment, avec ces nouveaux outils. Donc c'est quelque chose qui est aussi un peu en chantier. Donc voici des pistes pour le faire. Je vais peut-être passer celle-ci. Je pense que vous la connaissez, la taxonomie de Bloom, de toute façon. Non, pas trop? Ah bon, moi je vais ça. Bon, c'est alors une hiérarchie qui est pas... Enfin, voilà, qui est censée classer les activités pédagogiques un petit peu du plus simple au plus
complexe, alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, ça crée ces différentes activités pédagogiques, et elles sont hiérarchisées, mais elles sont toutes importantes. On a autant besoin de mémoriser que besoin de créer. Et de toute façon, on ne peut pas créer si on n'a pas déjà mémorisé un peu de connaissances préalables, parce qu'on ne crée pas ex nihilo. On crée toujours à partir de connaissances qu'on a déjà et qu'on va pouvoir recombiner pour créer quelque chose d'un peu nouveau. La différence aujourd'hui, c'est que les élèves font un peu la démarche dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils créent d'abord avec l'IA, ils co-créent d'abord avec l'IA, et au fur et à mesure, ils vont mémoriser des choses. C'est un peu un nouveau processus, on ne sait pas encore si ça marche très très bien, donc ça, ce sera aussi un champ de recherche en chantier. Il y a beaucoup de nouvelles choses à explorer aujourd'hui avec ces outils-là. En tout cas, ce qui est commun à toutes ces activités pédagogiques, toutes ces catégories, c'est qu'en fait, l'IA générative va être capable de faire certaines choses dans ces différentes catégories. Et du coup, nous aussi, on va devoir être capable de faire de nouvelles choses vis-à-vis de ces catégories. Si je prends l'exemple de mémoriser, au lieu de mémoriser directement les connaissances, on va aussi devoir mémoriser où l'information peut être facilement retrouvée, par exemple. Et mémoriser les stratégies qui permettent de croiser les sources, pour être sûr de retrouver la bonne information. Ça n'empêche pas de mémoriser aussi les informations en question. Parce que c'est important, et si on ne veut pas toujours refaire ce va-et-vient avec les technologies, c'est quand même quelque chose qui va se faire, mais qui peut se construire un peu plus sur le long terme, au fur et à mesure de l'usage. Alors, quelles activités? Donc, voici quelques pistes. C'est issu de la MAPI, la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université de Bordeaux. Vous pourrez vous y référer, je vous mettrai aussi les liens à la fin. Donc, si on a par exemple ces acquis d'apprentissage à gauche, la collaboration par exemple, on a des pistes de création d'activités qui consistent à co-créer avec l'IA. Où là, on assume complètement le fait que l'élève va utiliser l'IA pour effectuer cette activité. Et à ce moment-là, il pourra l'utiliser par exemple pour faire du brainstorming, trouver des nouvelles idées, etc. Il pourra expérimenter un scénario de gestion de conflit, par exemple. On paramètre l'agent pour le rendre agressif. Et on voit comment est-ce que l'élève réagit par rapport à ça, pour développer les capacités plutôt d'adaptation vis-à-vis de l'agressivité. On peut avoir donc, des activités qui permettent plutôt de viser la discussion, donc par exemple des jeux de rôle ou des débats, où là aussi on va pouvoir pré-paramétrer l'agent pour qu'il ne nous donne pas toujours raison, parce que par défaut c'est ce qu'il fait. Okay. Donc le ThinkPHR, ça c'est un jeu où en fait on a une question à laquelle on réfléchit d'abord seul, et ensuite on échange avec des pairs et on partage. Et là on peut faire un peu la même chose avec un pair qui serait un agent IA. Ce qui n'empêche pas d'introduire aussi des pairs humains. Il peut y avoir un pair humain, un pair IA, etc. Pour travailler l'investigation, donc l'apprentissage par problème, ça c'est quelque chose qu'on voit un petit peu aussi dans l'atelier. Travailler sur des jeux de données, ça c'est quelque chose qui est déjà beaucoup fait, en général dans les disciplines informatiques et mathématiques, surtout informatique peut-être. Bibliographie à noter, ça c'est important donc, pour apprendre à retrouver des bonnes sources. À ce moment-là, peut-être utiliser des outils qui sont un petit peu plus adaptés à cette recherche de sources, notamment donc, Perplexity qui est assez grand public, Elicit qui est plutôt pour la recherche, et Storm qui a été développé par Stanford. Ceux-là citent vraiment très bien leurs sources, donc ils sont quand même un peu plus fiables pour ce genre de travail. Au niveau de la production, donc on peut faire scénariser et produire un jeu sérieux avec l'aide de l'IA. Et ensuite, au niveau de la pratique, on peut aussi expérimenter ce jeu sérieux une fois qu'il a été développé, pour pouvoir avoir aussi un regard critique dessus, pour le faire expérimenter par des pairs. Et enfin, réflexivité, métacognition. Donc là, on peut avoir une IA qui se comporte comme un coach, qui va poser des questions à l'étudiant, qui va l'aider à anticiper les difficultés. Et on peut lui demander de générer une grille d'auto-évaluation avec laquelle l'étudiant va pouvoir s'auto-évaluer. On en a parlé aussi un peu ce matin. Mais ce matin, c'était plutôt le professeur qui générait l'évaluation. Ici, l'élève peut aussi générer sa propre grille d'évaluation pour s'auto-évaluer.
Donc tout ça, en fait, c'est des activités qui s'inscrivent dans une pédagogie active, puisque l'engagement actif, on en a parlé aussi ce matin, c'est un des piliers de l'apprentissage. Donc plus les élèves sont actifs dans leur apprentissage, y compris dans le cadre d'activités qui sont en co-création avec l'IA, mieux ils apprendront. Donc ça ne veut pas dire que toutes les activités qu'on fait doivent être développées en co-création avec l'IA, mais en tout cas, quand on suppose que l'IA va être utilisée dans une activité, il faut le faire en y ajoutant le plus d'opportunités pour l'élève d'y être actif. Ça, alors, on ne voit pas très bien les couleurs, bon, après vous aurez aussi les slides, mais c'est une grille d'évaluation des usages créatifs de l'IAG qui évalue en fait. Donc le jaune, c'est quand vous l'utilisez vraiment de façon très passive. Enfin, on voit que les prompts ne sont pas très réactifs, il n'y a pas beaucoup d'interaction, alors qu'en bleu, les prompts sont vraiment très, très adéquats par rapport aux réponses qui sont faites, et on essaye vraiment de raffiner vers une sortie qui permet aussi d'intégrer les connaissances préalables. Donc cette grille-là vous permet d'évaluer ces différentes dimensions. Voilà, donc en résumé, la pédagogie active s'inscrit dans une approche par compétences. Donc là, on part plutôt des situations pour engager des compétences, et on espère que c'est ça qui va susciter l'apprentissage de connaissances. Et donc, qui permet d'intégrer l'IA dans les activités et de la prendre en compte dans les modalités d'évaluation. Donc finalement, il ne s'agit plus d'évaluer uniquement le produit final, mais aussi le processus et le propos métacognitif vis-à-vis du travail fait. Donc voici les pistes qu'on a aujourd'hui pour prendre en compte l'IA et la co-création avec l'IA dans les modalités d'évaluation. Merci de votre attention. Voici quelques ressources qui peuvent vous être utiles. Alors, les cahiers, les clés du Louvain Learning Lab, ça c'est vraiment super. Donc il y a celui-ci, intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques. Mais vous avez en fait toute la bibliothèque Open Educative Resources de l'Université catholique de Louvain. Donc c'est que des ressources éducatives libres, voilà, que vous pouvez remixer, remanier, distribuer. Elles sont très très précieuses. Je vous laisse prendre les photos, mais de toute façon vous en verrez celles aussi. Je passe à la suivante. Donc la MAPI, c'est notre mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation à Bordeaux. Je pense qu'il y en a une un peu partout, mais c'est celle-là que je connais, donc c'est local. Intelligence artificielle générative, savoir en société, c'est une chaîne YouTube de Romain-Emmanuel Léas qui a fait une synthèse très intéressante. J'ai repris un peu ce qu'il a dit dans la présentation, mais là ce sera beaucoup plus détaillé avec une dizaine de vidéos. Donc si vous voulez vraiment approfondir, vous pouvez aller voir cette chaîne. Voilà, donc je vais laisser aussi un petit peu. Et je vous conseille aussi ce livre pour vos élèves, mais pas seulement. C'est mes collègues qui l'ont écrit. Ça s'appelle C'est pas moi, c'est l'IA. Et ça explique vraiment très très bien, on va dire aux ados. Peut-être collège, c'est un peu jeune. Fin collège, lycée, mais même après. Qui explique vraiment bien comment ça fonctionne l'IA et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon responsable. Donc voilà. C'est à peu près tout. On avait parlé aussi tout à l'heure, je ne l'ai pas intégré dans les slides, mais on a discuté avec l'une des participantes, d'activités d'informatique débranchées pour que ceux que ça intéresse, sur Pixies, donc Pix2ES. Si ça vous intéresse de trouver des activités qui permettent d'initier à l'informatique sans passer par les écrans, vous pouvez utiliser ça. Pas que ce soit forcément mauvais de passer par les écrans, mais pour changer un peu. Et puis ça permet quand même de bien apprivoiser certains concepts d'algorithmique. Donc voilà, informatique débranchée sur Pixies. Et voilà, merci de votre attention.